4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. « 1981-2012, deux dates pour l'accession de la gauche au pouvoir et des espérances contrastées et contrariées. En 1981, l'heure est à l'union de la gauche et on veut croire au changement. En 2012, la victoire tient lieu de revanche sur Nicolas Sarkozy qui cristallise toutes les frustrations. Mais très vite, après l'espérance d'un grand soir, il faut affronter les petits matins gris. À chaque fois, cette irruption de la réalité a été incarnée par des hommes. Laurent Fabius en 1984, Emmanuel Macron 30 ans plus tard. Tous deux incarnent une aristocratie rose passée par l'ENA, comme la fameuse promotion Voltaire. On est loin de l'action militante et du syndicalisme étudiant à la faculté de Nanterre, comme cela a été le cas pour Manuel Valls. Tout commence en 1983 avec le tournant de ce que l'on appellera la rigueur pour une confrontation au réel. Depuis cet apprentissage forcé, la gauche de gouvernement n'en finit pas de bégayer, tiraillée entre pragmatisme et remords du pouvoir. Le tournant de 1983 arrive après les grandes réformes de 1981 et 82, après ce qu'on a appelé le socle des réformes. Le tournant de 2012 arrive très vite après l'élection de François Hollande. Mais le point commun, c'est que c'est la confrontation pour la gauche du réel. Et avec à chaque fois la même question, est-ce que l'on peut s'en exonérer ou est-ce qu'il faut s'y confronter? Et les deux fois, sous des formes différentes, mais les deux fois, la gauche fait le choix du réel. L'économie, c'est toujours la fin des illusions pour la politique, que ce soit pour la droite, pour la gauche. Et on va dire que 83, c'est cette espèce de symbole très très fort, le moment où il faut faire le sale boulot. C'est-à-dire quand on dit on va revenir dans la logique économique, ça veut dire qu'on va rentrer dans la rigueur, dans l'austérité. Alors ce sont des éléments, ce sont des moments qui sont absolument nécessaires. Et là, on voit que la situation économique de la France l'impose. On est dans la catastrophe. J'ai fait passer, non seulement comme message oral, puisque j'étais très proche de Mitterrand, mais par des notes écrites, dès 82, la nécessité de changer la donne, puisqu'on allait dans le mur. Et il y a eu plusieurs réunions à l'Élysée où cette inflexion a été actée. L'économie est en ordre. Je vous dis cela, n'est-ce pas? Ça paraît contradictoire, mais pas du tout. C'est difficile, c'est la rigueur, on demande aux Français du courage, on demande aux Français de l'effort, mais c'est en ordre. Maintenant, notre politique économique est tracée. François Mitterrand est dans une logique, lui, qui, on va dire, va regarder l'économie comme étant un élément, une conséquence. Et d'ailleurs, en cela, il rejoint sans doute un peu le général de Gaulle. Finalement, l'économie est une marque de la puissance et rien d'autre. Et donc, lorsque le politique décide, eh bien, l'économie va suivre. Et 83, c'est finalement le moment où Mitterrand doit être confronté à cette réalité. Soudain, l'économie s'impose. Le pouvoir, c'est le sel de la politique, avait coutume de dire François Mitterrand. Et il faut rester au pouvoir. Montrer et démontrer que la gauche a vocation à gouverner. Une émission de télévision va venir justifier de manière inattendue cet apparent renoncement de la gauche. Il s'agit de Vive la crise, qui sera diffusée sur Antenne 2, où l'on prépare les Français non plus à des lendemains qui chantent, mais qui déchantent.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici une première liste de ces mesures dont Max Gallo vient donc d'annoncer la nature. Le nombre des médicaments remboursés sera considérablement réduit. La liste en sera publiée dans les jours qui viennent. Le montant du forfait hospitalier à la charge des malades est augmenté de 300%. Les allocations familiales seront supprimées pour tous les foyers dont les ressources dépassent 8 000 francs par mois. Les retraites seront versées par la sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70% selon les catégories. Rassurez-vous. Rassurez-vous, cela n'est pas vrai. Ce flash est un faux et ces nouvelles sont imaginaires. Mais avouez que vous avez eu peur. Parce que dans le fond, ces mesures, elles sonnent vraies. Mais la pédagogie cathodique a ses limites. Pour le peuple de gauche, comme l'appelait jadis François Mitterrand, le tournant économique de 1983 et plus encore les restructurations industrielles dans la sidérurgie en 1984 sonnent comme un abandon. La sidérurgie, il fallait faire le plan acier. Il y avait la sidérurgie à Dunkerque, la sidérurgie à Denain, ça ne pouvait pas tenir, Usinor ne pouvait pas tenir les deux bouts, et il fallait fermer un des deux sites. Et Pierre Mauroy, ça a été un des drames de sa vie, personnel, humain, parce que lorsqu'il était gosse et qu'il vivait avec ses parents dans le Cambrésis, il voyait le train partir tous les jours vers les hauts fourneaux de la sidérurgie de Denain. Et pour lui, c'est une image qui a marqué, qui a forgé son âme ouvrière, son engagement auprès des ouvriers comme socialiste. Et il est allé à Denain pour leur annoncer la fermeture de la sidérurgie à Denain. Et ils l'ont accueilli à coups de boulon. Est-ce que vous ne pensez pas que le plus grand plaisir qui aurait été le mien dans cette période extraordinairement difficile, c'était de vous venir avec des brassées d'emplois? Mais les emplois, nous les aurons. Nous les aurons parce que vous êtes un peuple courageux, parce que vous êtes un peuple sérieux, parce que les propositions que je vous fais, c'est de reconstruire l'industrialisation de cette région. Il n'y a personne, et pas surtout un gouvernement de gauche, qui doit laisser des usines ouvertes si l'évolution de la technologie, si l'évolution du monde est telle que ces usines produiront des produits qu'on ne pourra placer nulle part. Là est la triste réalité. Il est revenu à Lille et il a dit il faut tenir, parce qu'il n'y aura pas d'avenir pour la région Nord-Pas-de-Calais si on produit à perte. Il faut redonner crédit à Pierre Mauroy et à ses ministres d'avoir assumé. Sauf qu'il y a toujours un décalage, comme on le fait après, entre le début, le discours de la campagne, le discours de l'élection, et ce qui va se passer ensuite. On a voté pour vous. Quel malheur, monsieur. Quel malheur que nous avons fait. Je n'ai pas arrêté de me battre. C'est un grand malheur. Je n'ai pas arrêté de me battre pour le train. Nous, ouvriers, nous vous démissionnons. Nous vous démissionnons. Nous ne vous connaissons plus. Jamais, jamais, jamais on ne laissera brader votre avenir, les amis. Jamais. Long oui, en 1984, Florange, 30 ans plus tard. Nous avons le sentiment d'avoir été une nouvelle fois trahis. Dans ce gouvernement, il n'y a plus de pilote dans l'avion, si toutefois il y en a eu un. Les fantômes de 1984 sont restés en Lorraine. Près de 30 ans plus tard, en décembre 2012, le gouvernement socialiste doit revenir sur ses promesses pour maintenir en activité le site de Florange. Mais surtout, deux lignes politiques s'affrontent au cœur du pouvoir. Celle du ministre de l'Industrie, Arnaud Montebourg, qui évoque le maintien par la nationalisation, et celle portée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, d'inspiration plus social-démocrate. Je vous apporte pas la réponse, c'est pas maintenant, mais je vous apporte des croissants. J'ai donné toutes les informations aux syndicats, aux élus. Voilà, là je suis venu apporter un geste amical à des gens qui se battent depuis longtemps pour défendre leur territoire, leur travail, leur savoir-faire. Exceptionnel. Exceptionnel. Ces engagements d'ArcelorMittal sont inconditionnels. Le gouvernement veillera
à ce qu'il soit respecté scrupuleusement. Je tenais à revenir ici à Fleuranges parce que je m'étais adressé à ces salariés durant la campagne présidentielle et qu'il ne peut pas y avoir d'écart entre ce qui est dit le temps d'une confrontation électorale et ce qui est fait. Je suis venu donc ici à Fleuranges pour justifier les choix que j'ai faits. Ils peuvent ne pas être acceptés, ils peuvent ne pas être compris. Ces choix ont été dans l'intérêt de Fleuranges. On crée une attente. Et puis à un moment, il y a la réalité sur laquelle sur laquelle on sera confronté. Et on a donc perdu tout l'avantage qu'on aurait eu d'avoir dès le départ un diagnostic lucide, un discours courageux, une pédagogie, et puis finalement, au bout du compte, des résultats qui sont somme toute assez positifs. On dit souvent qu'il y a un double langage de la gauche. La gauche est schizophrène. Moi-même, je le dis. Mais le fond du fond, c'est que la gauche en France est née comme ça. J'ai appelé son modèle génétique, dans ses gènes, il y a cette contradiction. Il y a cette contradiction qu'on appelait jadis la contradiction, par exemple, entre Gued et Jaurès, c'est-à-dire la contradiction entre ceux qui ne feront rien sauf la révolution et ceux qui sont plus ou moins réformistes et qui disent dans cet environnement qui n'est pas le nôtre, dans ce système qui n'est pas le nôtre, on a au fond une vocation à gouverner. Et c'est ce problème, il est là dès 1905, il n'a jamais bougé. Ça explique d'ailleurs le rapport de Blum au pouvoir. Il ne faut pas oublier que Blum en 1936 ne souhaitait pas arriver au pouvoir. Et déjà Léon Blum, qui avait eu la difficulté d'être élu vers le pouvoir sans programme économique. Le parti n'avait pas songé utile de faire un programme économique, parce qu'un programme économique, ça aurait été pour faire marcher la société capitaliste. Le programme était de la révolution. C'est-à-dire pour ça que Léon Blum dit « Les conditions de la révolution ne sont pas mûres, et donc il nous arrive le pouvoir, nous allons être loyaux gérants du capitalisme », ce qui avait scandalisé le parti, mais ce qui était la stricte vérité. En fait, le seul ancêtre qui s'en rendait compte et qui désapprouvait le modèle, c'était Jean Jaurès. Nous sommes des enfants de Jaurès, au fond, en tant que minoritaires. La rue appartient à la gauche. Elle porte une parole de révolte et d'espérance. Tel est l'imaginaire d'une grande partie de la gauche française. Celle qui veut croire au tout politique et qui, dans un surmoi marxiste, réfute le réel. Un affrontement qui traverse depuis toujours le camp socialiste et qui le condamne à décevoir dans l'exercice des responsabilités. Je ne suis pas persuadé d'abord que la gauche soit la moins bien placée pour affronter la réalité économique. Je pense qu'il y a simplement des tensions au sein de la gauche dans son rapport au réel et en particulier au réel économique. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire de la gauche qui est faite sur une forme d'idéalisme et une conception forte qui consiste à penser que appréhender le réel, c'est renoncer à l'idéal. La vérité, c'est que le monde qui est devant nous est un monde dur. Un monde sans pitié, ce qui ne veut pas dire sans espoir. Les transformations qui ont été opérées depuis 1981 n'ont pas fait disparaître toutes les difficultés et les divisions. Face à la tourmente internationale, face à ses propres faiblesses, la France est encore au milieu du gué. Notre but est qu'alors, nous puissions dire aux Français, nous vous avons demandé des efforts, c'est vrai. Nous vous les avons demandés parce qu'ils étaient indispensables. Nous avons toujours cherché à les répartir le plus équitablement possible. Ces efforts commencent à porter leurs fruits. Il faut poursuivre le chemin en pensant à vous, mais tout autant à vos enfants. Lorsque Laurent Fabius prononce son discours en 1984 à l'Assemblée nationale, il inscrit la gauche dans la durée, mais surtout il lui donne une crédibilité économique et signe la fin de l'union de la gauche. Il n'y a plus alors de ministre communiste. Mon slogan, c'était moderniser et rassembler.
Bon, moderniser, on l'a fait. Je crois que tout le monde reconnaît qu'à l'époque, l'économie est repartie, etc. Rassembler, c'est très difficile, parce que rassembler pour aller aux élections législatives, il y a quand même un moment où l'opposition et la majorité se séparent. Mais, bon, il y a eu un souffle nouveau, et c'est tout à fait vrai que on a remonté, pas assez pour gagner, mais avec un score considérable. Ce qui s'est passé en 83, et qui se termine d'ailleurs par la défaite aux législatives de 86, démontre que là, c'est quelque chose finalement que la gauche assume parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il en va de l'avenir de la France, mais c'est quelque chose sur laquelle finalement, elle considère qu'elle n'a pas les bons vecteurs, elle n'a pas les bonnes approches, et surtout, elle a probablement aussi un certain nombre de forces contraires qui l'obligent à aller contre sa pensée profonde. Un tournant économique qui rappelle évidemment celui qui survient en 2014 avec le fameux pacte de responsabilité de François Hollande. Les socialistes acceptent donc la réalité du pouvoir, mais se heurtent aussi à une inculture économique. C'est la 3e conférence de presse depuis le début de mon quinquennat. La France est le dernier des pays d'Europe où on n'enseigne pas l'économie, ni à l'école, ni au collège, ni au lycée. Donc les électeurs, le personnel politique, le personnel judiciaire, le personnel journalistique n'a aucune connaissance de l'économie. C'est terrifiant. Parce que du coup, des hommes politiques ne peuvent pas obtenir un consensus, un enthousiasme à propos d'économie. La gauche française a une vraie difficulté d'un discours positif d'un point de vue économique, c'est-à-dire de mettre en avant la question économique comme étant un élément majeur d'un projet, et pas simplement d'une réaction vis-à-vis de l'extérieur ou d'une obligation à gérer. Sans vraie culture économique, le déni du réel est alors une tentation pour la gauche qui se condamne au grand écart entre son discours de gouvernement et ses promesses dans l'opposition. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. En 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d'argent vertigineuses, de menacer des États, de mettre à bas des banques, de délocaliser des entreprises. Cette emprise est devenue un empire. J'ai une conviction, c'est que si la France veut garder son influence dans le monde, si la France entend peser sur le cours de l'Europe, et si elle veut garder la maîtrise de son destin, alors elle doit impérativement retrouver de la force économique. Et c'est pourquoi j'ai proposé le pacte de responsabilité. Parce que le temps est venu de régler le principal problème de la France, sa production. Il nous faut produire plus, il nous faut produire mieux. C'est donc sur l'offre qu'il faut agir. Les mots qu'il utilise sont des mots extrêmement nets, extrêmement forts, dans lesquels il se prononce de manière très positive, là justement, sur un certain nombre de points économiques, sur un certain nombre de facteurs dans lesquels il crée réellement une rupture forte avec une grande partie de la pensée de gauche française. François Hollande incarne donc une gauche gestionnaire, proche de ce qu'on appelait naguère la deuxième gauche. Cela est notamment la conséquence de sa formation, la fameuse promotion Voltaire. Mais il doit aussi affronter une autre gauche, issue du militantisme et qui a prospéré autour du Parti communiste et qui reste farouchement opposée à son pari social-démocrate.
Il y a une gauche dans ce pays et il n'est pas acceptable qu'elle soit usurpée pour appliquer une politique de droite sur le plan économique. Nous disons priorité aux services publics, à ceux qui souffrent, à l'éducation, à la santé, et non pas priorité aux MEDEF et aux cadeaux au grand patronat. Et surtout en Europe qu'on en finisse avec cette politique d'austérité qui est en train d'asphyxier, de tuer nos peuples. À la limite, Hollande aurait dit, écoutez les gars, ça va pas bien du tout, les marges des entreprises, il faut qu'elles se reconstituent. Bon, il y a beaucoup à dire sur ces fameuses marges, après l'évasion fiscale et tout, bon, passons. Mettons qu'ils disent. Mais il aurait pu dire, écoutez, on va faire un pari pendant 2 ans, on va injecter de l'argent pour aider les entreprises. On va essayer de trouver des critères intelligents pour ne pas gaspiller l'argent public. Mais au bout de 2 ans, s'ils ne tiennent pas leurs objectifs, on arrête. Je pense que des gens auraient pu comprendre. Mais commencer à vous dire le coût du travail est trop élevé, mais c'est sans fin. C'est sans fin. Parce que pendant qu'on baisse, nous, notre coût du travail, les Espagnols aussi. Puisqu'on leur demande l'austérité, baissez votre coût du travail. Tout le monde se met à baisser le coût du travail, on dit « Ah ben on n'est pas compétitif quand même ». Puis alors le philippin, le machin, etc. Et ça, c'est terrifiant, parce que ça, c'est vraiment de l'abandon. De l'abandon. C'est pas simplement on s'adapte conjoncturellement à une situation compliquée. Non. C'est on se met sur le terrain du MEDEF. Le travail coûte trop cher en France, les travailleurs sont trop flexibles, on ne donne pas assez d'avantages aux riches pour qu'ils viennent investir chez nous. Voilà le modèle qu'on vend tous les jours. Moi, je suis très frappé que l'idée de progrès, l'idée qui était celle de Fabius en 84, de modernisation, le mot modernisation, on employait. Modernisation, progrès ont à peu près disparu parce que la gauche dans son ensemble, aujourd'hui, en est revenue, et c'est toujours très dangereux, très grave, à l'idée que c'était beaucoup mieux hier qu'aujourd'hui. On peut faire des réformes, c'est le débat qu'on a. Est-ce que être réformiste suffit à être progressiste? Non. Voilà. Parce qu'on peut faire des réformes de régression. Et si nous glissons dans ce chemin-là, alors la sanction est immédiate. Et elle est perçue comme telle. On a un impensé très déstabilisant, c'est que le progrès technique détruit de l'emploi, polarise la société et délite le lien social. C'est ça ce qu'on a à vivre et à penser. Et en même temps, cette société du progrès technique accéléré, elle sécrète ses propres risques environnementaux, technologiques, etc., qui sont vus comme des menaces. Et donc, en effet, le risque qu'on voit à l'œuvre, c'est qu'une partie de la gauche se vit comme l'ennemi du progrès technologique, économique, etc. En tout cas, elle le voit comme une menace. Bonne chance, Manu. Et vive le redressement productif de l'économie française. Vive la République et vive la France. Emmanuel Macron entend torpiller les impensés de la gauche comme Laurent Fabius l'avait fait en 1984. Pour l'un comme pour l'autre, il y a une volonté de projeter la gauche dans un futur, quitte à faire quelques entorses avec la doxa socialiste. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Macron est en tout cas un vrai réformiste, comme l'était Fabius à l'époque. Mais sa vision à lui, dans le monde où on est aujourd'hui, c'est plutôt une vision qui ne peut pas séduire totalement les socialistes. Ils peuvent l'accepter rationnellement, mais elle ne peut pas les séduire, qui consiste à dire, tant qu'on n'a pas fait des grandes réformes de structure, tant qu'on n'a pas réformé profondément le marché de l'emploi, on ne pourra pas vaincre le chômage. Mais à ça, bien sûr, la gauche dira, ça c'est vraiment le contraire du socialisme. On va enlever des droits. Quand le MEDEF applaudit à l'action du gouvernement et que les syndicats expriment leurs interrogations et parfois leurs critiques, il y a quelque chose d'inversé. Et pour reprendre l'expression, je crois, de Benoît Hamon, nous-mêmes on participe de ce grand dérèglement. Le grand dérèglement de cette gauche qui singe la droite, de la droite qui braconne sur les terres de l'extrême droite, de l'extrême droite qui vient du coup avec des mesures de gauche, et dans tout ça, on est dans une confusion généralisée, et c'est nous qui en pâtissons le plus. Si la gauche socialiste doit aller contre une partie de sa propre histoire, elle se retrouve très vite dans une logique singulière. Il lui faut s'incarner à travers un homme, mais aussi à travers une région. C'était naguère le cas du socialisme du Nord. La gauche, elle a toujours existé dans la région Nord-Pas-de-Calais en accompagnant une forme d'aristocratie du monde ouvrier.
ceux qui allaient chercher le charbon, ceux qui fabriquaient l'acier, ceux qui fabriquaient les textiles, ils ont permis à la France de se redresser après 1945. Et toute la richesse de la France est venue de ces mains-là. Et nous, on était fiers de les accompagner, on était fiers de les représenter. On était fiers de leur dire que, grâce à eux, la France redevenait une grande puissance après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on était les porteurs de cette aristocratie du monde ouvrier. Et lorsque tout ça s'est effondré devant le drame du réel et finalement le marché, la loi du marché, on peut y revenir, mais c'est... Pierre Mauroy disait lui-même, on ne peut pas faire comme si le marché n'existe pas, le marché il existe. Le problème est de savoir quelle est la position des socialistes devant une économie de marché qui s'impose à nous au niveau mondial. On peut comprendre que l'économie a besoin de muter, de se transformer, sans pour autant diaboliser celui qui en a la responsabilité, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, l'industriel qui serait un affameur suceur de sang. Il faut qu'on sorte de ces images d'Épinal. On n'a pas que des ennemis en face de nous. On a des gens qui défendent des intérêts, mais on a aussi des gens qui portent des projets industriels. Il faut l'accepter. Donc c'est peut-être ça, la modernisation de l'engagement politique social-démocrate. C'est pas de céder et d'accepter tout et de ne pas continuer à défendre les intérêts des salariés. Au contraire, je pense que c'est une autre façon de faire, de créer un rapport de force grâce à l'exercice du pouvoir gouvernemental qui va permettre de négocier des mutations et défendre les intérêts des salariés, de ne pas en faire des simples variables d'ajustement. Notre économie, elle est en train de changer de visage de manière accélérée. C'est pas de dire être de gauche, c'est défendre la société industrielle des années 80. Parce que cette posture-là nous a fait perdre 700 000 emplois industriels en 10 ans, droite et gauche confondus. C'est de dire comment je vais reconquérir la société industrielle de 2020-2030 en mettant les gens en capacité d'y aller. Donc en anticipant la formation, en disant je vous protège le jour où ça va mal pour rebondir dans une autre entreprise, pour vous réinventer un destin professionnel et personnel. Face à l'accélération de la révolution industrielle, ayant en partie perdu son enracinement géographique, que peut faire la gauche de gouvernement? Est-elle, à la fin d'un cycle historique, est-elle condamnée à une dérive gestionnaire? Cette difficulté de la gauche, que l'on connaît aujourd'hui, elle n'est pas propre à la France, elle n'est même pas propre à l'Europe, c'est une difficulté mondiale et ça tient pour l'essentiel au fait qu'on est au bout d'un cycle parce qu'on vit une mutation d'une rapidité et d'une ampleur sans doute sans précédent, liée à la fois à la mondialisation, à la numérisation de nos sociétés, à l'individualisation de nos sociétés, toutes ces choses qui viennent créer une nouvelle situation dans laquelle la gauche doit se réinventer. Il ne faut pas oublier que ce parti d'Épinay, le Parti socialiste, qui est peut-être d'ailleurs en train de finir d'une certaine façon aujourd'hui, ce parti, il est né avec François Mitterrand en 1971 sur une ligne très à gauche. Il est né sur l'objectif de la rupture avec le capitalisme. Et c'est ça que portent toujours beaucoup de socialistes en eux. C'est on doit rompre avec le capitalisme. Alors, ils ne le disent plus exactement comme ça. Ils ont remplacé l'anticapitalisme par l'antilibéralisme. Ça, on est moins obligé de dire on n'est plus pour le capitalisme. Enfin, c'est toujours cette idée-là. On n'aime pas ce système dans lequel on est. Il ne faut pas seulement bien gérer. On a fait la démonstration qu'on savait bien gérer, de façon très honnête et courageuse, et en même temps, on ne donne pas le sens politique, la perspective politique, vers quelle société on veut aller, quelles valeurs on défend. Donc il faut du discours politique qui accompagne tout ça. Chaque fois que le Parti socialiste a été au pouvoir et qu'il a été amené à chaque fois à faire ce que j'appellerais des compromis avec l'économie de marché dans laquelle il est plongé, la France est plongée, et à chaque fois lorsqu'il est revenu à l'opposition, son analyse de son échec a été « on a été trop à droite, on revient à nos fondamentaux ». Et donc, si vous voulez, au lieu d'incorporer l'expérience du pouvoir dans sa doctrine, dans sa vision de voir les choses, dans son programme,
Il a toujours dit, c'était, vous savez, on trahit toujours un peu quand on est au pouvoir. Alors donc, bon, bah maintenant on revient à ce qui est vraiment pur, et vous verrez, la prochaine fois, on fera vraiment le socialisme. La caractéristique française, c'est que on fait la conversion en gouvernant et on théorise après. Mais ça a été théorisé, pas une fois, ça a été théorisé 10 fois depuis 1983. Le nombre de congrès, de déclarations de principe du Parti socialiste dans lesquels on intègre la volonté de gouverner, y compris l'acceptation de l'économie de marché, il y a pléthore de textes. Après, les textes, c'est une chose. Est-ce que dans la culture profonde, est-ce que dans les têtes, le changement a été fait? Là, sans doute moins profondément. La dernière déclaration de principe du Parti socialiste, elle est de 2008. Elle est intégralement social-démocrate, enfin. Mais tellement trop tard. Le gâchis historique est consommé. Et puis, la pensée est devenue social-démocrate, pas encore les habitudes. Or, la principale de ces habitudes, c'est celle du dialogue social, du contrat, de la négociation. Celle-là, on ne l'a pas prise à cause de la commune, à cause de l'histoire. Et donc, ça ne suffit pas. Beaucoup voudraient que la gauche garde intact un imaginaire de révolte, de changement. Pour eux, la gauche ne peut pas se résoudre à mettre en avant sa capacité à gérer, à gouverner. Hier, c'était l'affrontement entre Jules Guesde et Jean Jaurès, entre la première et la deuxième gauche. Une opposition entre les Nanterres, la gauche issue du syndicalisme, et les Voltaires, la promotion de l'ENA, l'aristocratie rose. C'est une opposition culturelle, politique et sociale, une lutte des classes au cœur même de la gauche. Il ne faut pas oublier que même si la gauche avait un problème avec le pouvoir, elle n'avait pas pour autant un problème avec l'État. Précisément, et ça je crois que c'est une des gauches les plus attachées à l'État qui existe en Europe, hein, la gauche française. Donc ça lui a été relativement naturel, je dirais, et on a vu, comme on a vu que des générations entières de l'ENA, commencées par celle de l'actuel président de la République, étaient quand même assez largement composées de jeunes gens et de jeunes femmes qui étaient plutôt de gauche, hein, ça a facilité l'osmose. Moi j'étais militant avant d'être haut fonctionnaire, et j'ai continué à être militant, mais j'ai pu aussi m'appuyer sur la légitimité technique que me fournissait cette formation dite technocratique. Quand j'ai été président de conseil général, moi je m'appuyais sur le savoir-faire des agents de ma collectivité dans l'aide à la décision, mais il fallait aussi parfois l'impulser. Il y avait aussi une gauche du terrain, une gauche par la preuve, comme disait Ségolène Royal, qui est possible dès lors qu'il y a une volonté politique. Et après, il revenait à la technostructure, aux administratifs, de le mettre en œuvre. Si on inverse l'ordre des choses, alors en effet, on est dans la grande indifférenciation. Il faut vraiment faire sentir aux gens qu'on est comme eux, qu'on est au milieu d'eux, qu'on est parmi eux, et non pas qu'on est au-dessus d'eux. Et ça, la forme de technicisation, technocratisation de la vie politique française tend quelquefois à nous éloigner de ça. En réalité, tout se passe comme si l'épreuve du pouvoir et la sensation de voir le socialisme à la fin d'un cycle historique avaient précipité la gauche de gouvernement dans un abîme. Dans cette crise identitaire, la gauche s'est privée de son enracinement populaire. Beaucoup ont fini par considérer que le compte n'y était pas, comme en 1984, mais peut-être plus encore aujourd'hui. La déception finit même par gagner les militants, qui entonnent le blues des classes moyennes. Un blues qui avait fait gagner François Hollande et qui aujourd'hui le met à la peine. Les gens qui ont un travail avec des revenus qui sont pas géniaux mais qui sont corrects, et ben la classe politique, quand le mec il parle le soir à 20h à la télé, ben il leur parle pas à eux en fait. Les avancées qu'il va apporter, ça va pas être... ça va des fois les concerner un peu, mais à chaque fois ça va être de toute façon je vais encore être au-dessus de la ligne, au-dessus du bas, au-dessus du... Voilà, il y a un plafond, je vais être juste au-dessus. Moi, la plupart de mes amis font partie de la classe moyenne et ils ont l'impression que, par exemple, le gouvernement socialiste, les socialistes font tout pour les plus défavorisés, pour la classe en dessous, mais que eux, par contre, sont oubliés. Ouais. Ouais, ouais. Les impôts ont augmenté, les mutuelles augmentent, la vie est vraiment difficile pour des gens qui travaillent. Et pour ceux qui ne travaillent pas, j'en parle pas, c'est peut-être encore pire. Et les retraites qui restent... Les retraites, oui, et les salaires qui sont bloqués. Enfin, je veux dire, c'est difficile pour les gens d'admettre. Et c'est la gauche au pouvoir. Ils se disent, mais alors,
Qu'est-ce qui se passe? Moi, tout au début du quinquennat, j'ai toujours défendu au moment de la mise en place. Les gens trouvent toujours que ça va jamais assez vite, y a rien qui est fait. Oui, mais d'accord, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Donc au départ, j'ai vraiment été sur cette ligne-là. Et puis dès l'instant que certaines choses ont été faites qui, elles, ne me convenaient plus, parce que j'ai pas cru élire Hollande sur ces projets-là. Alors je pense à la loi de sécurisation de l'emploi, ensuite là maintenant la loi Macron. Ouais, là, c'est des choses pour lesquelles je n'arrive plus à défendre en tout cas. Si nous, on est perdus comme ça, les gens qui sont pas militants parce qu'ils n'ont jamais voulu s'engager, aussi parce qu'ils s'y intéressent moins, et donc qui par conséquent ont moins d'infos que nous, je ne sais pas dans quel état ils sont d'incompréhension de ce qui se passe, quoi. Il n'y a plus de repères aujourd'hui. Par contre, moi j'ai une situation inverse, des amis plutôt de droite qui aujourd'hui viennent me dire un peu en rigolant, ils font en fait si j'avais su, ça valait le coup quoi, de voter François Hollande. Alors ils exagèrent effectivement, mais du coup c'est le truc inverse, quoi. Les déceptions de la gauche au pouvoir, ce sont celles du décalage entre des promesses le temps d'une campagne électorale et des réalisations, souvent bien éloignées des espérances soulevées. C'est moi qui va, dans ce combat, vous conduire à la victoire. Je suis socialiste. La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. Il m'a fallu décider lucidement d'aller vers elle. La gauche, je l'ai choisie, je l'ai aimée, je l'ai rêvée avec François Mitterrand dans la conquête. La gauche, je l'ai défendue fermement dans ses réalisations, celles de 1981, celles de 1988, et je revendique les avancées. Aujourd'hui, c'est moi qui vous représente. C'est moi qui porte votre espoir. Au moment de l'arrivée de François Hollande, on peut raisonnablement espérer qu'il va se passer quelque chose. En tous les cas, moi avec d'autres, j'ai peut-être la naïveté de croire que c'est possible. En tous les cas, on a fait campagne sur cette thématique-là. Il y a beaucoup de gens qui disent, quand François Hollande il dit pendant sa campagne, face à l'Europe, il faut construire l'Europe ensemble et le traité européen, ça va pas, il faut le renégocier, et que 3 mois ou 4 mois après, personne n'a l'impression qu'il s'est levé, même tout seul. Le sentiment que finalement, il n'a pas essayé. Dès le début, on ne fait rien sur le terrain social. Dès le début, on fait le contraire de ce qu'on a dit. À partir de là, il y a un renoncement. Il n'a pas relevé la tête, il n'a pas essayé, et donc les gens considèrent qu'effectivement, ça a peut-être servi à rien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a même pas tenté, quoi. Premièrement, le TSCG, le traité européen. C'est quoi, 1 mois et demi après? On ne fait même pas le moindre rapport de force avec Mme Merkel, qui dit « Bouh, alors on ne peut pas, les Allemands ne veulent pas ». C'est pour ça que moi, j'ai eu aucun état d'âme comme parlementaire à ne pas voter le traité Mercosur. Puis il y avait une façon simple, on ne ratifiait pas. Ils faisaient quoi? Je distribuais des tracts pendant la campagne des législatives où j'étais candidat en disant « Nous renégocierons le traité Merkel-Sarkozy ». Le texte qui est arrivé fin septembre à l'Assemblée nationale, en bas, c'était écrit à la signature Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Le texte n'avait pas été rediscuté, pas une virgule n'avait bougé. Et donc, moi, je n'ai eu aucun état d'âme ce jour-là à voter non, même si ça m'a quand même pas mal fait turbuler dans l'estomac. L'Europe continue de diviser la gauche française et surtout met en évidence la crise de la social-démocratie, son inadaptation au monde. Ce soir, on parle à la terre entière. Nous tendons la main à nos frères de toute l'Europe. Face à la question des réfugiés, le compromis social-démocrate semble inadapté. C'est la droite qui s'est emparée du débat avec ses 2 composantes, la droite sociale et humaniste d'inspiration chrétienne et l'autre, plus nationaliste, comme si la gauche avait déserté le terrain social et abandonné tout volontarisme politique. La gauche française ripe progressivement
au nom de cet impérium moral, il faut tous travailler, ce qui est bien, hein, je suis évidemment pour le plein emploi. Mais on vous dit, ce qui est important, c'est plus le plein emploi, c'est la pleine activité. La pleine activité, tant pis si vous n'êtes pas rémunéré pour votre emploi. Vous avez de l'activité et on vous donne des aides. Et ça, le monde du travail l'a ressenti comme une forme d'abandon de son histoire et de son identité. Le RMI a été une erreur. On en a fait une aide sociale alors qu'il fallait en faire un marchepied pour montrer justement aux gens qu'ils avaient leur dignité, que c'était un outil qu'on leur donnait pour leur permettre de garder cette dignité, de la retrouver très rapidement. On n'a pas eu les moyens de le faire, on a fait un choix différent et je crois qu'on s'est trompé. On en a fait une aide sociale alors qu'il fallait en faire un outil d'insertion. Cette gauche qui renvoie ce discours de protection en disant « notre fonction, c'est de vous protéger ». Elle a deux caractéristiques. D'abord, c'est une gauche qui pense son action, essentiellement du coup, par la dépense publique, ce qui est aujourd'hui l'un des traumatismes, des obsessions de la gauche. Et on a construit d'ailleurs tous les droits qu'on a accumulés, comme ça. Et deux, c'est une gauche qui du coup se met forcément dans le camp, au moment de changements, en particulier de changements technologiques, d'accélération, de mondialisation, qui se met en opposition au réel. Parce que du coup, je me mets avec les individus qui subissent ces changements, non pas pour les mettre en capacité de faire face à ces changements, ou de rebondir, mais en leur disant « je vais vous aider pour ne pas accepter ces changements ». La gauche gestionnaire a renoncé à la transformation sociale pour endosser les habits d'une dame patronnesse, là pour protéger les plus fragiles, mais pas pour les inscrire dans une histoire collective. Le peuple se sent alors délaissé. Avant, j'avais plutôt tendance à voter socialiste. Thierry, 48 ans, ouvrier, 1100 € net. Qu'est-ce qui me fait changer d'avis? C'est le fait que je vois à l'heure actuelle, je travaille, mais c'est pour survivre, c'est même pas pour vivre. On ne peut pas dire que cette crise, ce choix du réel, ne nous est pas coûté, ça nous a coûté. Et on s'est rendu compte que la protestation, qui traditionnellement était captée par le Parti communiste, historiquement, c'est les premiers signes qu'on en a eus, 1983, étaient captés par l'extrême droite. Mais ce sont les premiers signes que nous en avons eus, ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ça n'a fait que s'amplifier. Ce qui fait qu'aujourd'hui que le Front National soit aussi haut, c'est surtout que notre électorat à nous, il ne va plus voter le dimanche. Il est démobilisé. Il est démobilisé. Les résultats ne sont pas encore assez présents. Et puis il y a un ras-le-bol qui s'installe et qui est compréhensible, hein, qui est normal, de ne pas avoir de boulot, de connaître les affres du licenciement. Il y a la désinformation qui est absolument terrifiante parce qu'on est dans un pays où malheureusement on monte de plus en plus les gens les uns contre les autres. À dire aux salariés, toi qui travailles, tu touches moins que le chômeur qui ne travaille pas. Ben, allez dire à ces gens au port, ces 600 salariés qui essaient de sauver leur emploi avec MyFerryLink, si demain ils se retrouvent au chômage, que ce sont des assistés, des profiteurs du système qui sont payés à rien foutre. Le chômage, on ne le choisit pas, on le subit. Et quand on dit à un moment aux gens, bah, de toute façon, on va dégager tous les étrangers, vous allez avoir du travail, bah, les gens se disent, bah, on a essayé la droite, on a essayé la gauche. Eh bah, pourquoi pas essayer le Front National? Ils n'ont pas de travail, les gens. Donc, ils veulent ça. Et quand ils n'ont pas de travail, ils en ont marre d'être dans la galère, ils en ont marre d'être dans la misère, entre guillemets. Et il faut, entre guillemets, trouver, je ne vais pas dire un bouc émissaire, mais... Moi, quand je vais à Paris, je suis un peu surpris parce que je dis, oh, on voit plus de personnes étrangères que de Français, quoi. Ils sont peut-être français, c'est sûr, mais bon, on se pose des questions quand même, quoi. Cyril, 25 ans, conducteur d'engin, 1500 € net. Enfin, j'ai rien contre les étrangers, mais je préfère qu'ils restent chez eux qu'ils viennent chez nous, foutent le bordel, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Quand on regarde les reportages, qui c'est qui fout le bordel, c'est les étrangers. Voilà. C'est dans l'espace François Mitterrand que Marine Le Pen fait aujourd'hui salle comble à Hénin-Beaumont. Un raccourci saisissant de la splendeur passée d'une gauche qui a vu fuir une partie de son électorat. Face à cette hémorragie, que peuvent faire les responsables socialistes? La révolution, oui, mais bleu, blanc, rouge! J'étais, il y a une dizaine de jours, sur 2 sites de Vallourec, à Saint-Saulve, près de Valenciennes, et à Aulnoy-Emery.
dans ces 2 sites, le Front National fait un score croissant. C'est comme ça qu'on s'y prend. Et je voulais vraiment... Ce que je leur dis d'abord, je ne vous ferai pas de promesses. La situation conjoncturelle de cette entreprise est dure. On vous a trop menti. On vous a trop dit justement, avec moi, vous n'aurez aucun problème, on va vous protéger, etc. Je leur ai dit non, ça va être dur, donc il faut qu'on prenne tous nos responsabilités. L'État les prendra, on investit sur ces sites, on sera exigeant avec l'entreprise. L'entreprise les prend, elle procède à des choix, elle ne va pas renouveler certains emplois, mais elle ne fera pas de licenciement sec. On gardera tous les sites parce que sur le long terme, on y croit. Je veux ici vous enlever de la tête des idées noires qui consisteraient à dire « la Syrie n'a pas d'avenir, ça va fermer, on va nous faire le coup qu'on a pu voir ailleurs ». Non. On ne s'entendait pas à un miracle, ça c'est sûr. Certes, il nous a quand même un peu rassuré qu'il suivrait spécialement le dossier. Et comme il a dit, bien sûr, il ne fait pas de promesses. Et ça, c'est venant d'un politique, c'est une bonne parole. Le Front National construit son lit sur un refus du réel. Et à chaque fois qu'on est ambigu avec le réel, à gauche, quelque part, on fait le jeu du Front National. Parce qu'on se situe sur un terrain trop similaire à lui, sur le plan économique et social. Il faut un matérialisme contemporain exigeant. Mais il faut dire quelles sont toutes les conséquences de ce qu'on dit, de ce qu'on décide. C'est comme ça qu'on arrivera, étape par étape, à bouter hors du territoire le Front National. C'est d'abord en réussissant, en étant efficace, en proposant des solutions, des réponses, en étant bon. Mais au-delà de ça, c'est de dire le discours que vous tient le Front National est irresponsable. Il n'est pas dans le réel. On ne peut pas tergiverser avec nos valeurs. Et il y a des moments où des expressions laissent penser qu'on tergiverse. Et ça, c'est une erreur. Ça nous fait nous décrocher. On n'est pas pour la liberté à moitié. On n'est pas pour l'égalité à moitié. On est pour la liberté, on est pour l'égalité, on est pour la fraternité. Il ne faut jamais oublier la fraternité. Jamais oublier la fraternité. C'est le ciment de la nation. Et quand je dis de la nation, je dis de tous ceux qui vivent dans notre pays. C'est pas de ceux qui sont français, c'est de la nation, de ceux qui sont là avec nous, autour de nous. François Mitterrand incarnait la France. Il était Mitterrand, au milieu des terres, il était de la France. Et quand il parlait aux ouvriers, il ne leur parlait pas des ouvriers, il leur parlait de la France. Il n'arrivait non pas à leur dire « je suis avec vous, ouvriers », il leur disait « vous êtes la France ». Et c'est ça qui faisait le cœur de sa façon dont il raisonnait et dont il était reconnu. Parce que les gens étaient fiers d'avoir quelqu'un qui leur dit non pas « je vais défendre vos intérêts catégoriels », mais qui leur dise « la France, c'est vous. Et je suis fier de la France, donc je suis fier de vous. » Aujourd'hui, 20 ans après que cette ultime tragédie de la mine ait endeuillé le Pas-de-Calais et la France tout entière, je mesure mieux le sacrifice des mineurs qui, pendant plus d'un siècle, ont donné par milliers leur vie afin d'extraire le charbon et de permettre l'industrialisation de notre pays et son expansion économique dont on parle tant aujourd'hui, mais qui n'aurait pas eu lieu si, au point de départ, il y avait eu ce sacrifice, cette disponibilité, ce travail, ce courage. Un président de la République qui veut faire un projet, ça doit être quelqu'un qui incarne un amour passionné de la France. Et cet amour de la France qui permet tout, de cette façon, qui permet de dire, écoutez, vous savez que j'aime la France, donc voilà, il faut faire ça. Et c'est ça qui entraînait. Donc c'était pas parler aux ouvriers des problèmes des 35 heures, ça n'a aucun intérêt. C'est leur dire, nous sommes ensemble un maillon d'une histoire, nous avons être fiers de notre pays, voilà où je vous emmène. La vie moderne, les transformations économiques portent avec elles de cruelles lois. Et l'on sent comme un sentiment d'injustice lorsqu'on doit en tenir compte pour éviter que basculent dans l'échec les expériences économiques dont nous sommes responsables. On dit souvent que j'aime les symboles. Vous êtes un symbole.
J'aime la continuité. Vous êtes la continuité. J'aime l'idéal concert. Vous êtes incarnation d'un idéal. Fidélité à cette terre, à ce qu'elle produit, fidélité aussi aux changements nécessaires. Voilà, je le répète, bien des vertus auprès desquelles il est bon de se retremper. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. François Mitterrand a été le dernier candidat de gauche à avoir été majoritaire dans l'électorat populaire. Avec lui, il écrivait une histoire partagée de la gauche au pouvoir. Aujourd'hui, la gauche doit savoir s'affranchir d'une partie de son héritage pour pouvoir penser le monde de demain. Si vous êtes ici et là tous engagés dans un combat politique, vous l'avez déjà dépassé, ce n'est pas simplement la politique pour le pouvoir, c'est aussi la politique pour transformer la société vers plus de justice, vers plus de liberté, vers plus d'égalité, vers plus d'efficacité. Le culte de la liberté pour chacun et en même temps la lutte contre les inégalités, ce sont les deux pieds sur lesquels les socialistes doivent continuer à marcher. Et on ne peut pas marcher sur nos deux pieds si on ignore sur quel sol on marche. Or, on ne marche pas sur une petite carte de France, on marche sur une planète dans laquelle il y a des choses qui se passent aux quatre coins du monde, et si on n'est pas capable d'en tenir compte, eh bien, le socialisme mourra, tout simplement. Les politiques, comme les décideurs économiques, ont été pendant longtemps irresponsables. Les politiques, en ne parlant plus du réel, et en pensant qu'on pouvait se draper derrière des grands principes ou une forme de totipotence qui n'a plus cours, les décideurs économiques, en jouant trop souvent contre leur pays, et en considérant qu'il ne s'agissait pas de changer les choses ou d'amener le collectif productif dans une voie, mais de délocaliser, c'était tellement plus simple. Et donc l'exercice de reconquête que nous faisons, il est civilisationnel, mais il suppose de ne pas être que politique. C'est l'ensemble des élites politiques, économiques, syndicales, ouvrières, tout le monde qui doit être responsable. Parce que ça veut dire que quelque chose nous lie. Et c'est là qu'on arrive à reconstituer une forme d'ambition collective. Mais la solution ne viendra pas du politique seul. J'y crois pas une seule seconde.